Grand-père Henri a demandé, perplexe. Pourquoi tu débarques dans cette épave? Qu'est-il arrivé à la Lexus NX que je t'ai offerte pour tes 24 ans? Avant que je puisse répondre, sous le choc, ma mère a souri. Chloé en avait plus besoin pour son image. Tout le monde s'est figé. Et grand-père Henri a fait quelque chose d'inattendu. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. J'adore savoir qui fait partie de notre communauté. La chaleur moite d'Aix-en-Provence m'a frappée dès que je suis sortie de ma Clio de 2005. Le moteur toussait encore. Un bruit métallique qui résonnait dans l'allée impeccable du domaine de mon grand-père. Une fumée grise s'échappait du capot, flottant devant les berlines de luxe, déjà garées près de l'entrée. J'ai lissé mon blazer acheté en friperie, espérant que la sueur ne traversait pas déjà le tissu. C'était le barbecue annuel de la famille, un événement mondain où l'apparence est reine, et je venais d'arriver dans une poubelle sur roue. Mon grand-père, Henri, se tenait sous le porche. 78 ans, ancien PDG de la tech, qui avait bâti son empire sur l'efficacité et la précision. Aucun détail ne lui échappait. Et là, ses yeux bleus perçants étaient fixés sur ma voiture. J'ai monté les marches, me préparant à la leçon de morale sur la fiabilité ou la sécurité. Mais son expression n'était pas critique. Elle était sincèrement confuse. « Manon, a-t-il dit, sa voix tranchant l'air humide, pourquoi conduis-tu cette épave? Où est la Lexus NX que je t'ai offerte pour tes 24 ans? » Je me suis figée. « La Lexus ?» ai-je répété, d'une voix faible. « Oui, la Lexus blanche. Je l'ai fait livrer il y a 6 mois. Pourquoi conduis-tu encore ce cercueil ambulant? » Mon esprit s'emballait. Il n'y avait jamais eu de Lexus. Mon 24e anniversaire était passé avec une carte de ma mère et un SMS de ma sœur. J'avais passé la soirée à travailler tard sur un projet de dessin, mangeant un plat à emporter à mon bureau. Avant que je puisse assimiler la question, la porte d'entrée s'est ouverte. Ma mère, Valérie, est sortie. Elle portait une robe en lin qui coûtait probablement plus cher que toute ma garde-robe, son sourire éclatant et fragile. « Oh, papa, ne t'inquiète pas pour ça, » dit-elle d'une voix légère et dédaigneuse. Chloé en avait plus besoin. Tu sais à quel point l'image est importante pour sa carrière immobilière. Manon préfère sa vieille voiture de toute façon. C'est mieux pour l'environnement, n'est-ce pas, ma chérie? Elle m'a regardée, le regard dur, me mettant au défi de la contredire, me mettant au défi de gâcher la scène. Grand-père Henri nous a regardés tour à tour. La confusion sur son visage a laissé place à autre chose. Quelque chose de glacial. Je suis allée au bout du porche, loin de l'entrée où la famille se réunissait. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû agripper la rambarde. En contrebas, la fête battait son plein. Ma sœur, Chloé, tenait la cour près de la piscine. 22 ans, blonde, rayonnante, et fiancée au fils d'un grand promoteur immobilier. Elle portait une robe d'été blanche et riait à une blague de son fiancé, sa main posée nonchalamment sur son bras. D'ici, elle avait l'air parfaite. L'enfant prodige. La réussite incarnée. Et puis il y avait moi. Manon, l'architecte. Celle qui avait soi-disant choisi de conduire une voiture qui tombait en panne toutes les 3 semaines par souci écologique. J'ai pensé aux 6 derniers mois. J'ai pensé au soir où j'avais mangé des pâtes instantanées. Parce que les réparations de ma voiture avaient englouti mon budget course. J'ai pensé au projet freelance que j'avais pris en plus de mon CDI au cabinet, juste pour rembourser mon prêt étudiant. J'avais remboursé 20 000 € de dette en secret. J'avais un dossier bancaire impeccable. Je venais d'être promue architecte junior. Mais pour ma famille, j'étais un désastre financier. C'était le récit que ma mère avait construit. La campagne de dénigrement. Pendant des années, Valérie avait répété à grand-père Henri que j'étais irresponsable, que je ne savais pas gérer l'argent, que s'il me donnait du liquide, je le gaspillerais. S'il me donnait des biens, je les ruinerais. Je n'avais jamais compris pourquoi il avait arrêté d'envoyer des chèques d'anniversaire à Mehdi à 8 ans, pourquoi il n'avait jamais proposé d'aider pour mes frais de scolarité, alors qu'il avait payé pour mes cousins. J'avais supposé qu'il s'en fichait. Maintenant, en regardant Chloé, je réalisais la vérité. Il s'en souciait. Il avait envoyé une voiture à 55 000 €, et ma mère l'avait volée. Elle avait intercepté le cadeau, intercepté la générosité, et l'avait détourné directement vers Chloé. Parce que Chloé avait besoin de l'image. Parce que Chloé était l'investissement. Et moi, j'étais juste une charge d'exploitation. La réalisation ne m'a pas frappée avec colère au début,
Elle m'a frappée avec une tristesse profonde et douloureuse. C'était le piège dans lequel je vivais, le piège de la cruauté normalisée. J'avais accepté les miettes pendant si longtemps parce que je pensais que c'était tout ce que je valais. Je pensais que c'était normal que Chloé ait les vêtements neufs pendant que je portais ceux d'occasion. Je pensais que c'était normal qu'elle aille dans des colonies de luxe pendant que je faisais des jobs d'été. Ma mère m'avait conditionnée à croire que mon rôle était de galérer et que le rôle de Chloé était de briller. Elle m'avait fait croire que ma souffrance était un défaut de caractère et que le succès de Chloé était un droit de naissance. Elle avait normalisé le vol de ma propre vie, mais en regardant cette voiture fumante dans l'allée, puis en regardant Chloé près de la piscine, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas un bruit fort. C'était le clic précis et silencieux d'un verrou qui saute. Je n'étais pas le désastre. Je n'étais pas l'échec. Et je n'allais plus être la victime silencieuse. Grand-père Henri était toujours près de la porte, observant Valérie. Il n'avait pas bougé. Il n'était pas rentré. Il attendait. C'était un homme qui construisait des systèmes. Il comprenait l'intégrité structurelle, et il venait de repérer une fissure dans les fondations. J'ai pris une inspiration. L'air lourd a rempli mes poumons. J'ai lâché la rambarde, et je suis retournée vers eux. « Grand-père », dis-je d'une voix ferme, « il faut qu'on parle. » Valérie s'est tournée, son sourire crispé. « Pas maintenant, Manon. Nous avons des invités. »« Maintenant, » dis-je. « Dans ton bureau. » Grand-père Henri m'a regardé. Vraiment regardé. Et pour la première fois depuis des années, il n'a pas vu la version de moi que ma mère avait peinte. Il a vu l'architecte. « Allons-y, » dit-il. Le sourire de Valérie a vacillé. « Papa, franchement, ce n'est pas le moment. »« C'est exactement le moment, » dit-il. Il a ouvert la porte et m'a fait signe d'entrer. Je suis passée devant ma mère sans la regarder. Je sentais ses yeux sur moi, brûlant d'avertissement, me menaçant de ce qui arriverait si je sortais du rang. Mais j'étais déjà sortie du rang. J'étais en train de réécrire les plans. Le bureau était climatisé, un contraste froid et brutal avec la chaleur étouffante de l'extérieur. Mon grand-père s'est assis derrière son bureau en acajou, le même bureau où il avait signé les contrats qui avaient bâti la moitié de la défense. Il ne nous a pas proposé de nous asseoir. Il a pointé le fauteuil en cuir face à lui pour ma mère, puis il m'a regardé. « Explique », dit-il. Un mot. Aucune inflexion. Ma mère, Valérie, a lissé sa robe en lin. Elle ne me regardait pas. Elle le regardait lui, son visage prenant un masque de fardeau maternel inquiet. « Papa, tu dois comprendre », commença-t-elle, sa voix tombant dans un murmure de conspiration. « On ne voulait pas t'inquiéter. Tu sais comment est Manon. »« Comment est-elle » demanda grand-père. « Elle est instable. »« Financièrement, » dit Valérie en secouant tristement la tête. « On a essayé de lui donner la voiture, papa. »« Vraiment. » Mais elle ne pouvait pas payer l'assurance. Elle ne pouvait pas payer l'essence. J'étais terrifiée qu'elle l'abîme en une semaine, comme elle a fait avec sa vie après la fac. Je restais près de la porte, à écouter. C'était la petite musique toxique, le récit qu'elle lui servait depuis des années. Manon est un désastre. Manon a besoin d'être gérée. On ne peut pas confier de belles choses à Manon. Donc, continua Valérie, gagnant en confiance, j'ai pris une décision exécutive. J'ai gardé la voiture en sécurité. Et Chloé? Eh bien, Chloé construit une marque. Elle doit projeter du succès pour attirer des clients. C'était un prêt, papa. Une allocation stratégique des ressources familiales. La porte s'est ouverte, et Chloé s'est glissée à l'intérieur. Elle a regardé maman, puis grand-père, lisant l'ambiance instantanément. « Grand-père, honnêtement, » dit Chloé, sa voix dégoulinante de douceur artificielle. Manon se fiche du matériel. Elle est à fond dans le minimalisme. Elle aurait détesté la Lexus. C'est trop tape à l'œil pour elle. Je lui rendais service en m'en occupant. Elles étaient si douées pour ça. L'érosion de mon caractère en équipe. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas interrompu pour défendre mon honneur. Je me suis avancée et j'ai posé mon téléphone sur le bureau, écran vers le haut. « Qu'est-ce que c'est » demanda grand-père. « Ça, dis-je, c'est mon application bancaire. » Il a baissé les yeux. J'ai fait défiler. « C'est le dernier versement de mon prêt étudiant, » dis-je, ma voix calme, factuelle. 20 000 €, remboursés intégralement la semaine dernière. Pas avec ton argent. Avec le mien. J'ai balayé l'écran. Ça, c'est ma cote de solvabilité. Maximale.
Dossier vierge. J'ai balayé encore. Et ça, c'est mon portfolio. Les plans pour la rénovation historique rue Saint-Michel. Je suis l'architecte principal sur ce projet, grand-père. Je ne suis pas assistante. Je ne suis pas stagiaire. Je suis la chef de projet. La pièce est devenue silencieuse. La climatisation ronronnait. J'ai regardé ma mère. Sa bouche était légèrement ouverte, ses yeux faisant la navette entre le téléphone et mon visage. Le récit s'effondrait. La fille incompétente et impuissante qu'elle avait inventée n'existait pas. Devant elle se tenait une professionnelle qui n'avait plus besoin de sa gestion. « Je ne suis pas instable, Valérie, dis-je, utilisant son prénom. Ça sonnait comme une rupture de contrat. J'ai réussi. Je ne te l'ai juste pas dit, parce que je savais que tu trouverais un moyen de t'en attribuer le mérite. Ou de me le prendre. » Grand-père Henri a pris le téléphone. Il a fait défiler les images du portfolio, ses yeux se plissant en étudiant les rendus architecturaux. Il reconnaissait le travail. Il reconnaissait la compétence. Il a reposé le téléphone doucement. Quand il a levé les yeux, son visage était dur. « Tu m'as dit qu'elle travaillait à mi-temps dans un café, » dit-il à Valérie. « Je croyais que c'était le cas, » bégaya Valérie. « Elle ne nous dit jamais rien. Comment j'étais censée savoir ? » « Tu étais censée savoir parce que tu es sa mère, » claqua-t-il. Il s'est levé. Le mouvement était soudain, brusque. « Où est la voiture, Patricia ?» demanda-t-il. « Je veux la voir. » Maintenant. Valérie a tressailli à l'utilisation de son deuxième prénom. Elle est au nettoyage. Pour les photos du mariage. Elle est au garage. Quel garage ? Celui sur l'avenue de la Victoire. Le garage de luxe. Appelle-les, dit grand-père. Dis-leur qu'on vient la chercher. Ils sont fermés aujourd'hui, intervint rapidement Chloé. C'est dimanche. Grand-père Henri n'a pas scié. Il a fouillé dans sa poche et a sorti les clés de son 4x4. Je connais le propriétaire de chaque garage de luxe à Aix, dit-il. S'il est là, il a contourné le bureau. Montez dans la voiture, dit-il. On va trouver ma voiture. Valérie n'a pas bougé. Elle restait figée, ses mains agrippant ses coudes. Papa, murmura-t-elle. On ne peut pas. Pourquoi pas ? Parce que, dit-elle, sa voix à peine un souffle. Elle n'est pas là-bas. Le trajet jusqu'à l'appartement de Chloé s'est fait en silence. Pas le silence paisible d'un dimanche après-midi, mais le silence étouffant et sous pression d'une équipe de déminage. J'étais assise à l'arrière du 4x4 de grand-père. Ma mère et Chloé étaient serrées sur le siège passager avant. Un front uni dans la panique. Valérie essayait de taper sur son téléphone, ses pouces volant sur l'écran, essayant probablement d'inventer une couverture avec le garage ou cherchant un vol pour le Mexique. « Range ce téléphone, Patricia, » dit grand-père. Il ne quittait pas la route des yeux. Elle a lâché le téléphone sur ses genoux comme s'il était brûlant. Nous nous sommes garés devant la résidence de luxe au bord de la rivière. C'était une résidence fermée, avec des gardiens qui souriaient trop, et des jardins qui semblaient retouchés sur Photoshop. Je connaissais cet endroit. Je savais que le loyer était de 3 000 € par mois. Je savais que Valérie le payait avec la location que grand-père lui envoyait pour l'entretien de la famille. J'ai regardé l'immeuble, une tour élégante de verre et de briques, puis j'ai regardé mes bottes éraflées. Mon appartement était au 4e étage, sans ascenseur, avec un radiateur qui sifflait comme un chat en colère. Le contraste n'était pas juste injuste. C'était la preuve architecturale des priorités de ma mère. Nous nous sommes garés devant le box 4B, le garage privé. « Ouvre », dit grand-père. Chloé a fouillé pour trouver ses clés. Ses mains tremblaient tellement qu'elle les a fait tomber 2 fois. Le métal a cliqueté sur le bitume, résonnant comme des coups de feu. Elle a finalement appuyé sur le bouton. Le moteur a vrombi, et la lourde porte blanche s'est levée lentement. C'était vide. Pas de Lexus, pas d'équipe de nettoyage, juste quelques cartons de marchandises invendus de la brève tentative de Chloé de lancer un business de bougies, et un sol en béton balayé de frais. « Eh bien », dit grand-père. Le mot unique resta suspendu dans l'air, lourd et plat. « Ils ont dû venir la chercher », improvisa Valérie, sa voix montant d'une octave. « Ils offrent un service voiturier. C'est sûrement ça. Ils l'ont prise pendant qu'on était au barbecue. Un dimanche, » dit grand-père. « Oui, service excellent. C'est pour ça qu'on les utilise. » Grand-père n'a pas répondu. Il a sorti son iPad de la console centrale du 4x4. Il ne les regardait pas. Il tapait sur l'écran. Ses mouvements précis, rodés. Il se connectait à quelque chose. « Papa, qu'est-ce que tu fais »
demanda Valérie en s'approchant. J'ai gardé le Vienne, dit-il. Je garde le numéro de série de chaque actif que j'achète. C'est de l'inventaire. Il a tapé à nouveau. Il lançait un rapport d'historique du véhicule. Ça a pris peu, être 30 secondes. Dans le monde de la tech, 30 secondes, c'est une éternité. Dans cette allée, c'était une condamnation à mort. Il a arrêté de taper. Il a fixé l'écran un long moment, son visage illuminé par la lueur artificielle. Puis il a tourné l'iPad pour qu'on puisse tout voir. Vendu, lut-il à voix haute. Reprise concessionnaire. Atlanta Luxury Imports. Il y a 3 semaines, je me suis penchée. La date était là, noir sur blanc. Il y a 3 semaines, dis-je. Ma voix glaciale. C'était le week-end de ta fête de fiançailles. Chloé. Chloé a tressailli. La fête, dit grand-père, reliant les poings. L'accompte du lieu. Le traiteur. Le passage soudain au forfait platine dont tu te vantais sur Instagram. Il a regardé Chloé. L'enfant roi. Tu n'as pas prêté la voiture à ta sœur, dit grand-père. Tu ne l'as pas empruntée. Tu l'as liquidée. Commença Chloé, puis s'arrêta. Elle a regardé maman, cherchant désespérément une bouée de sauvetage, mais Valérie fixait l'iPad, son visage se vidant de toute couleur. Le récit venait de passer de la négligence au vol. Vendre une voiture qu'on ne possède pas n'est pas un malentendu familial. C'est un crime. Qui a signé la carte grise ? Demanda grand-père. Sa voix était très calme maintenant. La voiture était au nom de Manon. Je l'ai immatriculée au nom de Manon. Pour la vendre, il faut la signature du propriétaire. Il m'a regardé. As-tu signé un certificat de cession ? Manon ? Non, dis-je. Alors nous avons un problème, dit grand-père. Il a sorti son téléphone de sa poche. Parce que ça veut dire que quelqu'un l'a falsifié. Valérie s'est jetée sur son bras. Papa, non. S'il te plaît. On peut arranger ça. On peut la racheter. Ne fais pas de scène. Une scène ? Grand-père a ri, un son dur, aboyant. Patricia, on a largement dépassé la scène. Nous sommes sur une scène de crime. Il a composé un numéro. Il a mis le haut-parleur. Maître Richard, dit-il quand la ligne a décroché. C'est Henri. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. J'ai besoin de tracer un virement depuis une concession à Atlanta. Et j'ai besoin d'une copie de l'acte de vente. Il a regardé ma mère, ses yeux froids comme la glace. Je crois que ma fille vient de faire une erreur très coûteuse. Maître Richard n'a pas perdu de temps en politesse. C'était un avocat d'affaires qui facturait à la minute. Et un dimanche, son temps valait plus que la voiture que nous tracions. J'ai l'enregistrement de la transaction, Henri, grésilla la voix de Richard dans les haut-parleurs. Nette et détachée. La concession a viré 48 000 € le 15 du mois dernier. Où est allé l'argent ? Demanda grand-père. Il a contourné les comptes personnels de Chloé, dit Richard. C'était un virement direct vers un compte professionnel. Le domaine des Lys SARL. Le silence dans l'habitacle était lourd, étouffant. Le domaine des Lys. Le lieu de mariage le plus exclusif de la région. Celui que Chloé affichait partout depuis des semaines, les taguant dans chaque story, se vantant d'avoir obtenu une date en pleine saison. Elle prétendait que la famille de son fiancé avait joué de ses relations. Elle prétendait qu'ils avaient payé la compte. Encore un mensonge. Encore une brique dans le mur de fabrication que ma mère avait construit autour de ma sœur. Donc, dit grand-père, sa voix effroyablement calme. Ma petite fille n'a pas vendu la voiture pour payer son loyer. Elle ne l'a pas vendue pour faire ses courses. Elle l'a vendue pour payer une fête. C'était un acompte. Lâcha Chloé depuis le siège avant. Sa voix perçante. On allait perdre la date. Les Delacroix mettaient trop de temps à virer les fonds, et maman a dit « Tais-toi », claqua grand-père. Il a regardé Valérie. Elle regardait par la fenêtre, la mâchoire serrée, refusant tout contact visuel. Elle n'était pas désolée. Elle calculait. Elle essayait de trouver comment transformer un vol qualifié en sacrifice maternel. « Richard, » dit grand-père. « La carte grise. Comment ont-elles transféré la carte grise ? Je regarde le scan numérique de la concession, » dit Richard. Je l'envoie sur ton iPad. Un doux carillon a résonné dans l'habitacle. Grand-père a tapé sur l'écran. Une image s'est chargée. C'était un formulaire de cession standard. Le numéro de série correspondait. Le prix de vente correspondait. Et en bas, sur la ligne signature du vendeur, il y avait mon nom. Manon Vance.
Grand-père a tourné l'iPad vers moi. J'ai regardé l'écran. L'écriture était bouclée, dramatique, avec des fioritures sur le M majuscule. Ça ne ressemblait en rien à mon écriture d'architecte, carrée et précise. Ça ressemblait exactement à la signature sur les reçus de carte bancaire de ma mère. Non, dis-je. C'est celle de maman. J'ai regardé Valérie. Elle s'est enfin tournée vers moi, et il n'y avait aucune honte dans ses yeux. Il n'y avait que de l'agacement, comme si j'étais mesquine de souligner qu'elle avait commis un crime en mon nom. J'ai signé par procuration, dit Valérie, la voix tendue. J'ai une procuration. Tu as une procuration pour les urgences médicales, l'ai-je corrigé, ma voix glaciale. Pas pour liquider mes actifs, afin de financer la vanité de Chloé. C'est la même chose, siffla Valérie. C'est une affaire de famille. On avait besoin de l'argent. Tu n'utilisais pas la voiture. Elle était là. Un actif gâché. J'ai pris une décision exécutive. Tu as pris une décision criminelle, dit grand-père Henri. Il a raccroché avec Richard. Il a posé l'iPad sur la console centrale. Ce n'est plus une dispute familiale, Patricia, dit-il. C'est un faux. C'est une escroquerie. C'est du vol aggravé. Le montant dépasse largement le seuil pénal. Vu la valeur de la voiture, on parle de prison ferme. De la vraie prison. Pas d'une punition au coin. Chloé s'est mise à pleurer. Pas les jolies larmes d'influenceuse pour TikTok. Des sanglots laids et haletants de terreur pure. Maman a dit que c'était bon. Gémissait-elle. Elle a dit que ça irait. Elle a dit que Manon s'en ficherait. Et tu l'as cru, dis-je. Parce que c'était pratique. Parce que tu voulais le lieu de réception plus que tu ne voulais connaître la vérité. Grand-père Henri a démarré le moteur. Le 4x4 a rugi, vibrant à travers le siège. « Où est-ce qu'on va » demanda Valérie, sa voix tremblante pour la première fois. « Papa, s'il te plaît, ramène-nous juste à la maison. On peut arranger ça. Je mettrai en place un échéancier. Je rembourserai Manon. 50 € par mois. Tout ce qu'il faudra. 50 € par mois. Il lui faudrait 90 ans pour rembourser le capital, sans parler des intérêts émotionnels. On ne rentre pas à la maison, dit grand-père. Il a passé la vitesse. Alors où ? Le dîner de répétition commence dans 1 heure, dit grand-père. Au château de la Pioline. Les Delacroix sont là. Tes amis sont là. Il est sorti de l'allée, les pneus crissant sur le gravier. On va leur offrir un cadeau de mariage, dit-il. On va leur offrir la vérité. Le château de la Pioline était une institution aixoise, une bastide du XVIIIe siècle couleur soleil couchant. À l'intérieur, l'air était frais et sentait la bisque et le vieil argent. Les Delacroix, la famille du fiancé de Chloé, avaient loué toute la salle de bal pour le dîner de répétition. Nous sommes entrés par la grande porte. Grand-père Henri menait la marche, le dos droit, le visage figé dans une fureur polie. Je marchais à côté de lui, serrant l'enveloppe que le coursier de maître Richard avait apportée. Valérie et Chloé traînaient derrière, comme si elles marchaient vers l'échafaud. La salle était pleine de rires et de tintements de cristal. Le fiancé de Chloé, un type assez gentil nommé Arthur, qui pensait probablement qu'un taux d'usure était une maladie, levait son verre. « À Chloé, disait-il. L'amour de ma vie. La femme qui rend tout beau. » Il s'est arrêté quand il nous a vus. La salle s'est tue. « Henri » demanda le père d'Arthur en se levant. « Tout va bien ? Vous êtes en retard. Nous avions une affaire à régler, dit grand-père. » Sa voix portait à travers la pièce, sans qu'il ait besoin de la hausser. Valérie s'est précipitée en avant, collant un sourire paniqué sur son visage. « Juste un petit malentendu familial. Rien de grave. Asseyons-nous. Mangeons. » Elle a agrippé le bras d'un serveur. « Champagne. Il nous faut du champagne. » Grand-père Henri ne s'est pas assis. Il a marché jusqu'à la table d'honneur. Il a posé l'iPad sur la nappe blanche, juste à côté du centre de table floral, qui avait coûté plus cher que ma première voiture. « Nous ne restons pas dîner, » dit grand-père. « Papa, s'il te plaît, » siffla Valérie, sa voix basse et venimeuse. « Ne fais pas ça ici. Pense à la famille. Pense à notre réputation. » « Je pense à la famille, » dit grand-père. « Je pense aux membres de cette famille que tu as volée. » Il a regardé les parents d'Arthur. « Je m'excuse d'interrompre, » dit-il. Mais il y a eu un malentendu concernant le financement de ce mariage. Chloé a laissé échapper un sanglot étouffé. « Grand-père. » « Non. S'il te plaît. »
Les 48 000 € qui ont été virés au domaine des Lys, continua grand-père, sa voix stable. Cet argent ne venait pas des économies de Chloé. Et il ne venait pas de la générosité de Valérie. Il a pris l'enveloppe que je tenais. Il l'a ouverte et a sorti les copies de la fausse carte grise et du virement. Il venait de la vente d'un véhicule volé, dit-il. Un véhicule qui appartenait à Manon. La salle était plongée dans un silence de mort. On pouvait entendre la glace fondre dans les verres d'eau. Valérie n'a pas pleuré. Elle ne s'est pas excusée. Elle a explosé. « Comment as-tu pu » hurla-t-elle en se tournant vers moi. Son visage était tordu, laid de rage. « Comment as-tu pu faire ça à ta sœur » Aujourd'hui de tous les jours. Espèce de petite jalouse mesquine. Jalouse demandai-je. Ma voix était calme. C'était la seule chose calme dans la pièce. Tu as commis un crime en mon nom, Valérie. Tu as imité ma signature. Tu m'as volé 55 000 €. Et tu penses que c'est moi qui devrais avoir honte ? C'était pour la famille, hurla-t-elle. On avait besoin de ce mariage. On avait besoin de leur montrer. Elle gesticula sauvagement vers les Delacroix. Qu'on est de leur monde, qu'on a réussi. Chloé est le visage de cette famille. Toi, tu n'es que l'architecte. Tu restes dans l'arrière-boutique à tracer des lignes. C'est Chloé qui compte. C'était là. La blessure narcissique. Elle ne regrettait pas d'avoir volé. Elle était furieuse que je l'aie exposée. Elle se fichait du crime. Elle ne se souciait que de l'image. Dans son esprit, j'étais la méchante, parce que j'avais tiré le rideau. Je compte, dis-je. Je compte assez pour que grand-père m'offre une voiture. Je compte assez pour avoir bâti une carrière sans ton aide. Le père d'Arthur s'est levé. Il a regardé les documents sur la table. Il a regardé la preuve du virement. Puis il a regardé son fils. « Arthur, dit-il. »« Papa ?» demanda Arthur, confus. « Nous ne faisons pas affaire avec des criminels, » dit son père. « Et nous ne nous marions certainement pas dans des familles qui escroquent leurs propres enfants. » Il a regardé Valérie. Le mariage est annulé. Le chaos qui a suivi fut un flou de cris et de larmes. Les Delacroix sont partis. Les invités ont filtré vers la sortie en chuchotant. Chloé s'est effondrée sur une chaise, hurlant dans ses mains. Valérie se tenait au centre de la salle de bal vide, criant sur grand-père qu'il avait tout gâché, qu'il était un monstre, qu'elle ne lui pardonnerait jamais. Grand-père Henri l'a juste regardé. Il avait l'air fatigué. Il avait l'air vieux. « Tu es déshéritée, Patricia, » dit-il doucement. « Toi et Chloé toutes les deux, je vous coupe les vivres. L'allocation, le loyer de la résidence, le fonds de fiducie, c'est fini. » Il s'est tourné vers moi. « On y va, Manon. J'ai faim. Et je connais un grill qui se fiche de la voiture que tu conduis. » Les retombées furent rapides et absolues. En 24 heures, le mariage a été reporté indéfiniment. Les parents d'Arthur n'étaient pas seulement en colère pour l'argent. Ils étaient horrifiés par la moralité de la chose. Ils ont retiré leur financement, leur influence, et finalement, leur fils. Chloé n'a pas seulement perdu un lieu de réception, elle a perdu son fiancé. Valérie a été coupée de la fortune de grand-père Henri, entièrement. Plus d'allocation, plus de loyer payé. La façade de l'enfant roi s'est effondrée, dès que le robinet à cash s'est fermé. Une semaine plus tard, j'étais assise à nouveau dans le bureau de grand-père. Il m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque de 110 000 €. 48 000 pour la voiture, dit-il. Et le reste pour chaque cadeau d'anniversaire, de Noël et de diplôme que Patricia a intercepté ces 10 dernières années. J'ai demandé à Richard d'auditer les comptes. Je n'ai pas acheté de voiture de luxe. J'ai gardé ma Clio roulante encore un mois, jusqu'à ce que je trouve exactement ce que je cherchais. J'ai utilisé l'argent pour l'apport d'une bâtisse historique à rénover dans le quartier Saint-Michel. Elle avait de bons murs, de hauts plafonds et de la pourriture dans le plancher. C'était un projet. Mon projet. Je me suis assise sur le sol de mon salon vide ce premier soir, mangeant un plat à emporter. L'air sentait la poussière et le potentiel. J'ai pensé à ma mère et à ma sœur, probablement en train de se hurler dessus dans un appartement qu'elles ne pouvaient plus payer. J'ai réalisé alors que la vengeance ne consiste pas à brûler leur maison. C'est de construire la vôtre si solide que leurs tempêtes ne peuvent pas vous toucher. Je ne les détruisais pas. Je plantais les graines d'un futur où j'étais enfin le personnage principal. Je construisais des fondations qu'elles ne pouvaient pas revendiquer, ne pouvaient pas vendre et ne pouvaient pas voler.
Si vous avez déjà dû construire votre vie de zéro alors que tout le monde avait une longueur d'avance, partagez cette histoire. Vous êtes l'architecte de votre propre futur.